Avec la permission du Premier ministre, on va changer de sujet. On va parler de la qualité de ses relations avec le gouvernement du Canada. Et oui, bien sûr, avec votre permission, on va changer de sujet. Oui. Et on va parler de la qualité des relations de son gouvernement lui-même avec le gouvernement du Canada, sachant que, dans une déclaration que je trouve fameuse, le Premier ministre a dit un jour que son devoir, c'est d'avoir des bonnes relations avec le Premier ministre du Canada. Et je lui avais dit, écoutez, c'est pas une mauvaise chose, mais son devoir, c'est de défendre les intérêts du Québec, parfois avec des bonnes relations, parfois avec des moins bonnes, mais l'important, c'est de défendre le Québec. Alors, le 14 août 2015, il a envoyé une lettre aux chefs de partis fédéraux qui étaient en train de faire campagne. Alors, ça m'a intéressé de voir, selon les critères posés par le premier ministre lui-même, quel était son niveau de succès. Il y a déjà, bientôt 1 an et demi qui ont été écoulés. Et on sait, peut-être qu'il y a des chantiers en cours sur certaines de ces demandes. Et je tiens à le féliciter parce qu'il y a une demande où il y a eu une réussite absolue, on l'avait appuyé, c'est pas de péage sur le pont Champlain. Alors ça a marché. Alors je tiens à reconnaître que ça a marché, je le félicite, on a tous été ensemble là-dessus. Et en plus, on avait été un peu complices pour qu'il ne change pas le nom du pont Champlain, le premier ministre s'en souviendra, lui dont la généalogie remonte jusqu'à Champlain, voulait être d'accord avec nous pour qu'on garde ce nom. Mais alors, regardons les autres demandes. Il a dit, on demande un engagement à augmenter le transfert canadien en santé afin qu'il représente 25 des dépenses en santé des provinces. Là, c'est un échec absolu. Donc, sur les deux demandes, Champlain, santé, c'est 1 sur 2. Ensuite, il a demandé de revoir le programme de péréquation pour retirer le plafond et modifier le calcul des dividendes d'Hydro-Québec, qui est en ce moment calculé de façon inéquitable. Le gouvernement Trudeau a dit non. C'est 1 en 3. Ensuite, il a demandé une entente sur le pouvoir fédéral de dépenser pour que le Québec ait un droit de retrait inconditionnel avec pleine compensation. Évidemment, cette entente n'existe pas, alors c'est 1 en 4. Il a demandé que, dans le financement des infrastructures, les nouveaux fonds fédéraux soient versés au Québec par l'entremise d'un transfert en bloc permanent. Le gouvernement Trudeau a dit non. Alors, c'est 1 en 5. Il a demandé que, dans l'accord économique avec l'Europe, il y ait une juste compensation pour l'industrie québécoise touchée par l'augmentation du quota. Il n'a pas satisfaction, et à moins qu'ils nous disent le contraire, il n'y a pas de progrès non plus entre l'évaluation que l'on fait que ça va enlever 1,5 milliard à l'industrie laitière et fromagère au Québec sur 5 ans et l'offre fédérale qui est 350 millions. On n'a pas eu d'autres chiffres depuis ce 350 millions. S'il en a d'autres, on serait heureux de l'entendre, mais pour l'instant, son bilan, sa note sur ces demandes est de 1 en 6. Il a demandé aussi un engagement de la part du gouvernement fédéral pour que le fédéral accorde au Québec une juste part des investissements fédéraux en matière de défense et d'infrastructures navales. Un programme qui, selon le directeur du budget du Parlement fédéral, va coûter 100 milliards et sur lequel les contribuables québécois vont payer 20 milliards. Et pour l'instant, Davy n'a que 600 millions. Alors, il n'y a aucune indication que ça va changer. Donc là-dessus, on est extraordinairement loin de la juste part. Donc, il est à 1 en 7. Il a demandé aussi que la nomination des juges de la Cour suprême soit faite à partir d'une liste fournie par le gouvernement du Québec. Justin Trudeau a dit non. Alors, on est à 1 en 8. La question que je lui pose, parce que c'est pas... Et puis, je pourrais ajouter, c'était pas dans sa lettre, qu'il a demandé 14 juges supplémentaires pour la Cour supérieure, disant que ça fait partie de la solution, et je suis d'accord avec lui. C'est pas la seule, mais ça fait partie de la solution. Et la ministre fédérale de la Justice dit non. Il dit, de toute façon, 14, c'est pas le vrai chiffre. Vous savez pas ce dont vous avez besoin, a-t-elle dit avec un mépris qui nous sidère tous. Mais même les 6 que je pense dont vous avez besoin, je ne suis pas pressé de les nommer. Et évidemment, on se souvient que le premier ministre avait dit, on aimerait partager le risque dans Bombardier, parce que risque, il y a. Nous, on met 1 milliard, 300 millions. On aimerait que le fédéral mette l'équivalent. Et là aussi, ça a été un échec.
Donc, on peut dire que c'est 0 en 9. Mais la question que je lui pose est plus... Tu sais, je pourrais dire, ça montre bien que le premier ministre n'arrive pas à défendre le Québec à Ottawa, puis que, alors qu'il y a d'autres provinces qui font des gains, le Québec ne fait pas de gains. Mais je vais lui poser une question plus, à la fois plus douce et plus profonde. Comment explique-t-il que le Québec ne puisse pas se faire entendre à Ottawa? Est-ce que, je pense qu'il ne me dira pas, c'est parce que le gouvernement que je dirige est trop faible, n'est pas compétent assez, on n'a pas assez de rapport de force. Je suppose qu'il va nous dire, nous, on fait le maximum. Mais de toute évidence, le maximum ne donne pas de résultat sur l'immense majorité de ces demandes que nous appuyons et que nous avons appuyées dans des motions unanimes très régulièrement pour l'aider. Et le fait qu'il n'y arrive pas de façon si systématique, si ce n'est pas de sa faute à lui, et je pense que c'est ce qu'il va me dire, comment expliquer cette faiblesse du Québec? Comment expliquer que le gouvernement canadien soit si insensible aux demandes raisonnables, unanimes du Québec? Comment il explique ça? Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, je reconnais là, le thème favori du Parti québécois depuis 50 ans? Le Québec est une victime, le Québec est maltraité, le Québec est humilié, le Québec est exploité. Conséquence, il faut sortir de la Fédération canadienne. Il a énuméré des difficultés qu'il y aura toujours dans tout système politique, notamment les systèmes fédéraux. Il y a ça dans tous les pays, il y aura ça chez nous aussi. Il y a des gains qui ont été faits également au Québec, beaucoup de gains au cours de l'histoire, même depuis l'échec du lac Meach, par exemple, sur l'accord de l'immigration, sur la formation de la main-d'œuvre. C'est des gains importants pour le Québec. Et on continue de faire ces gains-là et on va continuer. Maintenant, ce qu'il devrait dire aux Québécois, c'est en quoi sa solution est avantageuse. En fait, ça va être catastrophique pour le Québec parce que j'ai indiqué ce matin au chef d'opposition que les comptes publics révèlent un immense trou de 15 milliards de dollars par rapport à ce que le gouvernement fédéral dépense et perçoit au Québec. Donc, il faudrait qu'il comble 15 milliards de dollars, sans parler de l'incertitude, sans parler de la fuite des capitaux, sans parler de tout ce qui arriverait. En fait, on avait parlé à l'époque de 50 perturbations, mais c'est très conservateur, sans jeu de mots politique. Moi, je pense qu'on en a pour presque une génération à récupérer de ça, ce qui serait justifié si on était exploité. Si on nous disait, vous ne pouvez pas parler votre langue, vous ne pouvez pas vous exprimer, on est maltraité, les droits civiques sont foulés aux pieds, toute nation, dans cette circonstance-là, accepterait de se meurtrir financièrement, économiquement pour quelques années, plusieurs années. Ce n'est pas le cas au Québec, heureusement. Maintenant, je vais lui indiquer sur un élément, cependant, je pense que c'est important de le dire, sur l'élément de la santé, les transferts en santé. Moi, je ne suis pas satisfait du résultat. Je l'ai dit publiquement, je l'ai dit privément, et je crois franchement qu'on aurait pu avoir une entente avec non seulement uniquement le fédéral, mais toutes les autres provinces, qui aurait été satisfaisante, qui aurait répondu aux enjeux budgétaires du gouvernement fédéral qu'on connaît, et qui aurait permis non pas d'augmenter, mais au moins de maintenir la part de financement moyenne du fédéral dans le domaine de la santé, qui est environ de 23 % actuellement, toutes provinces confondues, et qui, normalement, dans le scénario actuel, va baisser à 20 %. Alors, en soi, déjà, c'est pas idéal. Il y a M. je pense, David Dodge, un ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui a estimé qu'au cours des 10 prochaines années, sur 10 nouveaux dollars en santé, 9 seraient financés par les provinces et territoires et 1 par le gouvernement fédéral. On parle des nouvelles sommes investies. À court, moyen terme, si on regarde les équilibres financiers des gouvernements, l'équilibre fiscal, on peut l'appeler comme ça, pour quelques années, ça n'aura pas d'impact. Mais à l'époque, en 2014, le Conference Board du Canada avait publié une étude pour projeter l'avenir, notamment sur la question de l'éventuel hypothétique possible retour du déséquilibre fiscal. Et ce qu'on voit très nettement, c'est que dans un scénario qui correspond à peu près à celui qu'on a devant les yeux actuellement, il y a une dissociation des courbes de revenus entre les provinces et les territoires vers le milieu des années 20. Donc, ce n'est pas demain. Ça va prendre quelques années avant de s'installer. Actuellement, il n'y a pas de déséquilibre dans les chiffres. Mais lorsque les années vont passer, étant donné la croissance des besoins de santé, c'est comme un bateau qui dévie de quelques degrés sa marche au début, et sur plusieurs centaines de kilomètres, ça finit par avoir un impact important. Donc, moi, c'est ce qui me préoccupe. Pas tellement pour le gouvernement que je dirige aujourd'hui, mais pour les prochains gouvernements du Québec qui pourraient avoir à faire face en même temps à une récession, en même temps à un retour à l'équilibre au niveau fédéral avec des enjeux sur les transferts. Alors, c'est cet enjeu-là, moi, qui me préoccupait.
Sur la question de la part du financement fédéral dans les dépenses en santé des provinces, effectivement, j'ai ici un autre petit tableau didactique. Je m'excuse, il n'est pas aussi gros que les autres, mais intéressant, mais vous allez pouvoir le retrouver. Actuellement, donc, on est autour de 23,3 et la tendance prévisible nous baisserait à 20,4 Il faut dire que ça a déjà été plus bas que ça, si on veut s'encourager, là. Dans les années 98-99, lorsqu'il y avait eu une importante, il s'en souviendrait peut-être, il était là, je crois, dans ce temps-là, dans cet édifice, à d'autres fonctions, il y avait eu une diminution importante des transferts fédéraux et la part fédérale avait baissé jusqu'à 14 Ensuite, 2004, il y a eu une réaugmentation qui nous a amenés au niveau actuel, de sorte que même à 20 on est encore plus haut qu'on était dans la difficile période qu'on a connue là-dedans. Alors, c'est ça qui va se produire. Alors, moi, j'aimerais bien dire que la démographie n'aura pas d'impact sur les besoins en santé, que les technologies arrêteront d'évoluer et puis qu'on n'aura pas à affronter des défis importants. C'est vrai, par exemple, que ce n'est pas uniquement l'argent qui va régler les problèmes du système de santé. Ça, je l'ai dit souvent, puis je vais le répéter, puis on est d'accord là-dessus. On ne peut pas juste mettre plus d'argent puis penser que ça va régler tous les problèmes. Il y a des questions de gestion, de façon de faire, etc. Et je pense qu'on doit le répéter. Maintenant, sur cette question de la santé, que je trouve vraiment importante, parce que c'est les finances publiques du Québec pour les prochaines années qui vont être affectées. Il y a un enjeu, un défi important, mais encore une fois, sa solution est la pire des solutions parce que ça aggraverait tout ça et on n'aurait tout simplement plus les moyens collectifs, à moins qu'il nous publie un budget de l'an 1, peut-être qu'il pourrait s'inspirer de son ancien collègue, un budget de l'an 1 qui montrerait qu'on serait capable de financer les enjeux de santé et d'éducation. Et comme on ne pourra pas maintenir la gestion de l'offre parce qu'elle sera par définition inexistante, il y aura d'autres enjeux également agricoles. Merci, M. le Premier ministre. M. le chef de l'opposition officielle. Il me reste combien de temps? Il reste un peu plus de 5 minutes. Très bien. Comme je l'ai dit très souvent au Premier ministre, s'il souhaite discuter sérieusement des enjeux de fédéralisme et d'indépendance, je lui offre de faire ce débat pendant 1 heure et on ira au fond des choses. Et j'ai beaucoup de choses à lui répondre et à faire des démonstrations qu'il trouvera sûrement intéressantes puisqu'il ne semble pas les intégrer dans sa connaissance du dossier. Mais aujourd'hui, on parle de ses crédits et de son action à lui. Et je suis d'accord avec lui sur la gravité de l'absence de réponse à sa revendication, qui était la nôtre aussi, de l'augmentation de la part fédérale en transfert canadien de santé. Et je suis très préoccupé, si, comme je l'espère, je dirige un gouvernement à partir de la fin de l'an prochain, très préoccupé parce que ça signifiera pour la qualité de vie des Québécois. Mais au-delà de ça, il me dit « Ah non, mais vous faites comme si on était des victimes. » Non, mais ce sont ces revendications qu'il espérait réaliser dans les 4 années dans la Fédération canadienne. Alors, il ne peut pas me dire qu'il est satisfait de ne pas avoir les 14 juges de la Cour supérieure qu'il demande, pas satisfait de ne pas avoir eu l'investissement fédéral en Bombardier. Il a dit que c'était seulement un premier pas, c'est donc qu'il n'était pas satisfait qu'ils n'aient même pas accepté que les 3 juges de la Cour suprême soient choisis dans une liste québécoise. C'est pas de la victimologie que je fais, là. Je fais la liste de ce qu'il a demandé à lui. Comment peut-il être satisfait que sur la devise, par exemple, et sur ce 20 milliards qu'on va envoyer ailleurs, on n'ait pas notre juste part? Je veux dire, ce que je lui demande, là, c'est pourquoi ça ne marche pas, son système, son option, là? Pourquoi ça ne marche pas mieux? Pourquoi il se fait dire non? Puis il a dit, parfois, il y a eu des gains. Oui, j'étais conseiller de Lucien Bouchard lorsqu'on a réussi à avoir la main-d'œuvre. Et René Lévesque a réussi à avoir, avec Pierre Trudeau, la première entente sur l'immigration. Puis on a réussi, avec Pauline Marois et Lucien Bouchard, à avoir un changement constitutionnel sur les commissions scolaires linguistiques. Mais moi, j'ai une hypothèse, c'est que même au sein de la Fédération, lorsque le Parti québécois est au pouvoir, on n'est pas aimé, puis on n'est peut-être pas respecté, mais on est craint. Mais en ce moment, M. le Premier ministre, je suis désolé de vous le dire, mais le gouvernement du Québec n'est ni respecté ni craint à Ottawa. Et mon autre hypothèse, c'est que ça va tellement mal, la réputation du Québec au sein du Canada, que même lorsque Justin Trudeau nous donne une fraction de ce qu'il devrait nous donner, par exemple dans Bombardier, il a un coût politique à payer, lui, en Ontario et en Colombie-Britannique et ailleurs. On est dans un système, là, et ce n'est pas la faute du premier ministre. On est dans un système où le Canada, en ce moment, politiquement, c'est toxique de donner quoi que ce soit au Québec. Et c'est pourquoi il n'y arrive pas. Je pense qu'on y arriverait mieux, puis on est arrivé mieux parce qu'on est craint, le Parti québécois, à Ottawa lorsqu'on est au pouvoir. Mais la situation normale, à l'intérieur de la Fédération, c'est qu'il y a des fédéralistes qui s'entendent entre eux. Alors, si ce n'est pas mes hypothèses, quelle est l'hypothèse que lui avance
pour dire pourquoi ça va tellement mal à l'intérieur de la fédération et que le gouvernement libéral, fédéral, ses amis de sa grande famille politique, ses cousins, font la sourde oreille aux justes revendications du Québec, et même certaines qui ne coûtent rien, mais qui ne veulent tout simplement pas jouer le jeu de la fédération avec nous. Monsieur le Premier ministre. On va certainement, Monsieur le Président, continuer à présenter les revendications traditionnelles historiques du Québec, puis on aura l'occasion prochainement également de préciser notre vision à nous, qui n'est certainement pas la sienne, je ne m'attends pas que ce soit la sienne, de la place présente et future du Québec dans le Canada. Maintenant, il y a, de sa part, je crois, il me permettra de lui dire, une erreur d'appréciation fondamentale. La crainte, ça n'existe plus. Personne ne croit sérieusement, même pas au Québec, même pas dans ses rangs, que l'indépendance du Québec va vraiment arriver un jour. Les gens sont persuadés, pour une raison très simple, très simple, tellement simple que ça fait presque sourire. On ne réussira jamais à convaincre une majorité de Québécois d'abandonner leur citoyenneté canadienne. C'est aussi clair que ça. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le Québec d'aujourd'hui, le Canada d'aujourd'hui est mieux que toutes les hypothèses autres, certainement mieux que la sienne. Alors, on va continuer, nous, à défendre les intérêts du Québec dans le Canada. D'ailleurs, sur la question des juges, je lui rappellerai que ce n'est pas uniquement la demande du gouvernement du Québec, mais la demande du juge en chef de la Cour supérieure, nommé par le gouvernement fédéral. Alors là, il y a un enjeu qui les regarde eux-mêmes. Je pense qu'on doit répéter cette demande-là, elle est justifiée. Mais il ne faut pas transformer ces tensions et ces difficultés dans tout système politique en enjeu existentiel. Il n'y a pas de menace sur le Québec, il n'y a pas d'humiliation du Québec, il n'y a pas de défaite du Québec. Il y a un Québec qui devient de plus en plus prospère, de plus en plus instruit, de plus en plus heureux. D'ailleurs, il y a un indice récemment qui a montré que c'est au Québec que les gens sont les plus heureux. Les gens qui nous écoutent, c'est ça qu'ils veulent. Un bon emploi, qualité de vie, famille heureuse, des enfants bien instruits. Ça, c'est la réalité quotidienne qui est à des centaines d'années-lumière du destin qu'ils pensent inévitable pour le Québec et qui ne se produira tout simplement pas. Alors ça, c'est la réalité. Alors de penser qu'on va faire peur au reste du Canada avec l'idée d'indépendance, il se met le doigt dans l'œil. Les gens ont bien compris que ça n'arrivera pas. Vous n'y arrivez pas. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Nous allons passer